La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cet autre numéro de votre émission Face à Face. Nous avons le plaisir pour vous aujourd'hui de recevoir Monsieur Jean d'Angleterre, chef de mission du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité au sein de Cojinta, qui est un partenaire au ministère de la Sécurité. Bonjour Monsieur Jean d'Angleterre et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour madame, merci de m'avoir invité et je vous dis tout le plaisir que j'ai avec vous aujourd'hui. Cojinta est une organisation non gouvernementale, apolitique et indépendante, spécialisée entre autres dans les réformes policières et la gouvernance du secteur de sécurité. En Guinée, d'importantes réformes sont engagées dans ce sens. Vous, en tant que chef de mission du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité, que vise réellement ce programme ? Ce programme, comme vous l'avez dit, et qui est donc supporté par Cojinta parmi d'autres partenaires, a pour objectif général d'accompagner la réforme institutionnelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et de l'ensemble de la police nationale, mais également de rétablir un lien de confiance entre la population et la police, pour faire en sorte finalement que cette population soit un partenaire et contribue également à la production de sécurité. Donc nous sommes impliqués dans plusieurs domaines donc, qui concernent ce ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Tout d'abord, au niveau de l'organisation, de la coordination de la réforme, il existe un comité national de pilotage qu'on appelle le CNPRSS, le comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité, qui est donc chargé de suivre et de conduire et d'évaluer en permanence la mise en œuvre des activités qui sont menées dans le cadre de la réforme et qui sont codifiées dans un document qu'on appelle la stratégie nationale d'action prioritaire, qui est, si vous voulez, un petit peu le plan d'action dans l'ensemble du ministère du secteur de sécurité pour les années à venir. On a également une activité importante au niveau du ministère de la Sécurité qui, elle, est plus axée sur la gestion des ressources humaines. Il y a une volonté qui avait été exprimée lors de la formulation des différents projets pour que les différents ministères du secteur de sécurité soient en charge de la gestion du recrutement et de la gestion des carrières de leur personnel. Donc on a défini une politique commune de gestion des ressources humaines qui a donc été validée par le Premier ministre. Et donc on est en la phase de mise en œuvre un petit peu de cette politique commune de gestion des ressources humaines qui vise à confier la gestion du recrutement et la gestion des carrières au ministère sectoriel. Contrairement à ce qui se fait actuellement, puisque en Guinée, jusqu'à présent, la gestion des fonctionnaires était assurée par le ministère de la fonction publique. Donc ça suppose tout ça qu'il faille former les personnels maintenant aux nouvelles missions que sont les leurs, également de définir et d'élaborer l'ensemble des textes qui vont permettre de gérer un petit peu la carrière, toutes les étapes de la carrière, de la titularisation, la formation, l'avancement, les mutations. Donc tout ça c'est à définir dans des textes qui sont ensuite à vulgariser et mettre en place une infrastructure informatique qui va permettre d'assurer une gestion quotidienne
numérique bien sûr de l'ensemble des dossiers et de la situation des fonctionnaires. Ça c'est le volet politique de GRH. Ensuite on a une grosse opération qui est en cours encore actuellement. Ça concerne un audit qu'on a réalisé au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est une première, je pense qu'il n'y a jamais eu d'audit complet d'un ministère. Donc on a vraiment audité tous les services du ministère et le but c'est d'arriver finalement à produire un document qui soit une synthèse des préconisations qui sont formulées par les différents auditeurs pour permettre au ministère de la Sécurité de mieux répondre à ses missions en se restructurant et en redéfinissant un petit peu son mode de fonctionnement. Et quelles sont vos prévisions pour cette année 2017 ? Dans le domaine de la GRH, donc on va maintenant opérationnaliser cette direction des ressources humaines pour qu'elle soit en mesure de effectivement prendre en compte les missions. Là, on les a préparées. Maintenant, il faut mettre tout ça en œuvre pour que ça fonctionne. On a également de gros dossiers en cours au niveau opérationnel, puisqu'on a mis en place dans les mois qui viennent de passer des services opérationnels de qualité. On en reparlera peut-être un peu après concernant la direction nationale de la police judiciaire, avec une direction d'appui opérationnel qui va permettre de mieux exploiter le renseignement judiciaire, de mieux le collecter déjà, de mieux l'exploiter et de pouvoir ensuite le mettre en œuvre les informations qu'on a recueillies avec une brigade qu'on a formée, une brigade de recherche et d'intervention, qui sont une section, si vous voulez, de gens qui sont spécialisés dans la gestion des situations difficiles, comme les prises d'otages ou les actions terroristes. Alors, on a également travaillé dans le cadre des actions en cours sur la mise en place d'un tableau de bord de la sécurité publique. C'est un document qui va permettre un petit peu de faire un état des lieux en permanence de la situation et de l'activité des différents services de police et de l'évolution de la délinquance. Ces informations, si vous voulez, sont collectées sur le terrain, remontées par les services de police et sont centralisées dans une base de données. Et tout ça, ça permet éventuellement d'adapter un petit peu l'organisation de la police et la mise en place des missions en fonction de l'évolution de la délinquance et en fonction des besoins exprimés au niveau de la population. Donc c'est ce qu'on appelle le tableau de bord de la sécurité publique. On a également travaillé sur l'inspection générale des services de sécurité, qui est un service important au sein du ministère de la Sécurité, puisque ça vise à veiller à ce que les services fonctionnent normalement et à ce que les policiers travaillent en respectant la déontologie et l'ensemble des textes. Donc on a travaillé beaucoup à la refondation de ce service pour redéfinir précisément un petit peu ses missions et recentrer un petit peu son activité sur son cœur de métier. On a aussi travaillé dans le cadre de l'ouverture de l'école de police pour aider justement l'école nationale de police à pouvoir assurer sa mission, puisque l'école a ouvert maintenant au mois de septembre dernier. Et donc l'appui a consisté à aider la direction générale à pouvoir mieux gérer l'administration de l'école, et également on les a aidés à mieux aborder le côté pédagogie en définissant en formant des formateurs et en produisant des manettes pédagogiques qui vont permettre à l'ensemble des formateurs de pouvoir assurer leurs cours. En dehors de tous ces points-là, il y a eu aussi une action importante qui a été menée par Cogenta qui vise plus précisément la gouvernance de la sécurité, la gouvernance locale de la sécurité, au travers de différents objectifs que se sont définis les différents partenaires. Donc il y a eu dans un premier temps la réalisation de diagnostics locaux de sécurité. Ce sont les documents qui permettent de faire le point sur la sécurité à un moment donné dans les communes. C'est un petit peu une photographie à l'instant T de la situation au niveau de la criminalité, au niveau du sentiment d'insécurité que peuvent éprouver les populations. Et dans la mise en œuvre de vos programmes, comment coordonnez-vous ce travail avec les parties prenantes et comment travaillez-vous avec le gouvernement? Au niveau de la coordination un petit peu de l'ensemble des actions, il y a une volonté évidente qui est très marquée au niveau de tous les partenaires, c'est de toujours partager ce que l'on fait pour justement que nos actions soient complémentaires et que surtout qu'elles soient surtout pas en contradiction. Donc on a des réunions permanentes entre les différents partenaires techniques et financiers avec les bénéficiaires que sont les départements pour faire le point sur les actions qui sont envisagées au niveau de chacun des projets, au niveau de chacun des partenaires, pour vérifier que
ces projets et ces actions qui vont être menées sont bien une réponse aux attentes des bénéficiaires, des ministères, et ça nous permet éventuellement d'ajuster. On participe également régulièrement à la réunion du conseil de cabinet, ce qui veut dire qu'on est à l'écoute en permanence de ce qui se passe dans le département et des inquiétudes qui peuvent être exprimées. Et donc on essaie en permanence, nous, d'ajuster notre appui et d'apporter ce que l'on peut pour répondre aux attentes et aux besoins qui ont été exprimés. Alors, on a aussi une action importante qui est de coordination, qui est menée au niveau des organes de suivi de la réforme, et notamment au niveau de la commission d'orientation stratégique, qui est l'organe sommital du Comité national de pilotage de la réforme, qui est présidé par le président de la République. Donc il y a une commission d'orientation stratégique qui se réunit tous les 6 mois. Et donc, au cours de cette réunion, on fait le point sur les activités qui ont été menées par ministère, et l'ensemble des partenaires techniques et financiers est amené à s'exprimer pour faire le point également sur ces activités et sur ces projets. Et à la fin de chaque réunion, donc tous les 6 mois, le président fixe également des orientations sur les priorités qui sont à retenir. Ce qui fait que nous, on s'inspire de tout ça pour monter notre action et pour appuyer les ministères en fonction des priorités qui ont été définies. Et dans la mise en place d'une unité d'élite devant intervenir en cas de prise d'otage ou d'une action terroriste, à quoi se résument vos orientations? C'est cette fameuse division d'appui opérationnel qu'on a mis en place au niveau de la DCPJ. Elle a été créée en septembre 2016, et donc on a ensuite formé des personnels. On les a d'abord sélectionnés, d'ailleurs on a fait une sélection à travers tout le pays. On a sélectionné ces gens, et ensuite on a mis en place des actions de formation au tir, mais dans tous les domaines. On a fait beaucoup d'actions d'intervention sur les prises d'otages et sur les moyens d'interpellation, sur les surveillances à mettre en œuvre et tous ces éléments-là. Et donc on est encore en phase de formation, puisqu'on doit normalement bientôt mettre en place également des formations qu'on appelle les formations en réaction contre les tueurs de masse dans le cadre des actions terroristes. Donc on essaie de préparer un petit peu cette unité d'élite à pouvoir répondre aux différentes sollicitations qui se font jour aujourd'hui au sein de tous les pays, c'est-à-dire faire face à la grande criminalité, au grand banditisme, et aujourd'hui c'est d'actualité au terrorisme. Aujourd'hui, peut-on dire que la police guinéenne est suffisamment outillée pour faire face aux besoins de la population? On ne peut jamais dire qu'on est suffisamment outillé. Il y a eu des progrès énormes qui ont été constatés ces derniers temps, ça c'est indéniable. Mais il y a encore d'énormes choses à faire. La grosse difficulté qu'on a aujourd'hui au niveau de la police guinéenne, c'est le fait qu'on a un gros déficit de formation. Et ça, il faut absolument donc pouvoir rattraper un petit peu ce déficit. Et ça se fait à travers l'ouverture de l'école, donc qui est maintenant opérationnelle depuis septembre. Mais ça va prendre quelques temps pour que les gens, pour qu'on puisse toucher tous les policiers qui sont actuellement en activité et qui n'ont pas été formés. Donc ça, il y a du travail à faire dans ce domaine. Il y a également un gros effort encore à faire au niveau des équipements et au niveau des moyens dont disposent les policiers pour pouvoir accomplir leur mission. Et là, ça ne pourra pas se faire sur un claquement de doigts. Il va falloir mettre en place des plans pluriannuels, un petit peu faire ce qu'ont fait les militaires, c'est-à-dire de faire une loi de programmation, pour permettre de définir quels sont les besoins vitaux pour que la police puisse fonctionner normalement, et essayer d'étaler ça dans le temps sur plusieurs années pour que ça puisse être pris en compte dans les budgets de l'État et également dans les budgets ou dans les actions mises en place par les partenaires techniques et financiers pour permettre de faire progresser un petit peu cette police. Une dernière question, sur quoi se fonde votre vision à travers le projet de mise en place de la police de proximité? Le but de la police de proximité, c'est de changer complètement les méthodes et de donner un aspect beaucoup plus préventif à l'action de la police. Ça veut dire que la police est sur le terrain, sous la forme de patrouilles qui circulent à l'intérieur d'un quartier, qui se familiarisent avec le quartier, qui se familiarisent avec les habitants, qui établissent un contact permanent avec les commerçants, avec le chef de quartier, avec la population, et qui essayent justement de mettre en place ce lien de confiance qui permet éventuellement de pouvoir désamorcer les situations de conflit ou les problèmes éventuels qui peuvent survenir au sein d'un quartier. Donc c'est
C'est une façon de travailler qui est nouvelle, qui demande un investissement beaucoup plus important des policiers, qui demande une couverture du territoire beaucoup plus importante par la police, mais qui permet à la population de reprendre confiance et finalement de voir ce sentiment d'insécurité régresser compte tenu du fait qu'ils sont en permanence au contact de la police. Cette dernière question met fin à cet entretien. Merci beaucoup, M. Jean d'Angleterre. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le chef de mission du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Ainsi prend fin cette émission que j'ai eu le plaisir de présenter. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur GouverGN TV et sur l'ensemble de nos médias partenaires. À très bientôt pour un autre numéro. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.